Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé, voici Anne-Sophie Chelbaya et nous sommes tous les deux gérants de fonds d'investissement et faisons également du conseil en stratégie pour les sociétés d'investissement. Vous avez été nombreux à nous demander une vidéo sur la SFDR et donc c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, une vidéo sur la publication d'informations en matière de durabilité. Cette vidéo s'adresse principalement à tous les collaborateurs de sociétés de gestion. On vous parle de la SFDR parce que c'est une réglementation qui constitue en fait un vrai tournant dans la gestion d'actifs. Pourquoi? Parce que la SFDR, elle met sur le devant de la scène les sociétés de gestion qui sont les plus avancées dans l'ESG. Elle va classifier, catégoriser les sociétés de gestion selon leur avancement dans la sphère ESG en disant quel est le type de produit que tu proposes, est-ce que tu es capable de proposer un produit avancé dans l'ESG. Mais sauf qu'en réalité, pour pouvoir répondre à la SFDR et être mis sur le devant de la scène par la SFDR, c'est-à-dire être avancé dans la sphère de l'ESG, dans l'investissement ESG, il faut être capable de faire des choix stratégiques aujourd'hui qui sont importants. C'est-à-dire avoir une organisation, un business model qui permette de faire une analyse extra-financière qui soit poussée, de pouvoir intégrer la durabilité dans les investissements et donc se poser aujourd'hui des questions cruciales comme est-ce que je dois recruter une personne dédiée à l'ESG dans l'équipe de gestion? Est-ce que je dois former toute l'équipe de gestion aux questions extra-financières? Et donc ça pose des questions stratégiques et ça engendre aussi des coûts additionnels pour les sociétés de gestion qu'il faut absolument prendre en compte. La deuxième chose, c'est que cette réglementation, elle impose des changements majeurs, qu'on va vous détailler dans la vidéo, qui doivent être mis en œuvre assez rapidement, avant la fin de l'année 2022. Et la fin de l'année 2022, c'est demain. Et donc, encore une fois, c'est des contraintes de coûts et de temps qui sont importantes. Et donc, dans cet univers, il est certain que certaines sociétés de gestion n'auront pas les ressources humaines et financières pour intégrer vraiment la SFDR et proposer des produits qui soient au niveau de la SFDR. Et les sociétés qui ne seront pas capables d'intégrer la SFDR, c'est celles notamment qui vont attendre avant de mettre en place des changements importants dans leur organisation, dans les process d'investissement, pour l'intégrer véritablement. De quoi parlons-nous dans cette présentation? Dans la première partie, on va vous rappeler un petit peu des définitions pour vous donner un cadre et pour qu'on sache exactement de quoi on va parler dans les parties suivantes. Dans la deuxième partie, on va vous expliquer ce que c'est qu'un fonds article 8 et un fonds article 9 et on va vous expliquer les différences. Dans la troisième partie, on va vraiment rentrer dans les détails et on va vous expliquer toutes les informations que vous allez devoir discloser à la fois sur votre site internet, dans les documents contractuels ou dans les reportings. Dans la quatrième partie, on va vous montrer des templates de reporting. Dans la cinquième partie, on va parler des PAI, c'est-à-dire les indicateurs obligatoires que vous allez devoir reporter chaque année. Et enfin, pour terminer, on va vous expliquer ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir un fonds article 8, en tout cas pour que vos fonds puissent être considérés comme article 8. C'est parti. Première partie, les concepts de l'univers de la SFDR. Là, on vous emmène dans les définitions pour comprendre la SFDR. Et on va commencer par sa philosophie. Alors Anne-Sophie, d'où vient exactement la SFDR? Alors la SFDR, elle s'inscrit vraiment dans le prolongement des accords de Paris et du pacte vert européen, c'est-à-dire de toute la réglementation européenne pour passer d'une économie très fossile à une économie bas carbone. Et alors, en quoi consiste-t-elle exactement cette SFDR? Alors, la SFDR, c'est la réglementation sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. C'est-à-dire exactement, Sophie, parce que je Autrement ne comprends dit- rien. Autrement dit, c'est une réglementation sur de nouvelles exigences de transparence sur les critères extra-financiers dans l'investissement. Ok, et alors quel est l'objectif de la SFDR? L'objectif, c'est de faire en sorte d'orienter tous les flux de capitaux vers des investissements durables, d'intégrer les questions de durabilité dans la gestion des risques et de favoriser la transparence et le long terme dans l'investissement. Et la durabilité, on va vous en parler juste après. Et alors, à qui s'adresse-t-elle, la SFRD? Alors la SFDR, elle s'adresse évidemment à tous les acteurs des marchés financiers pour orienter tous les flux de capitaux vers l'investissement durable, c'est-à-dire les sociétés de gestion, les banques, les assurances et les conseillers financiers. Et alors, comment elle se formalise? Elle se formalise par la modification d'une série de documents assez importants, la politique de rémunération, pour qu'elle puisse prendre en compte la durabilité dans la rémunération des équipes, la politique d'investissement pour que les process prennent en compte la durabilité dans l'investissement,
et la publication d'informations extra-financières précises sur les produits et qui seront publiées sur le site internet, dans les documents précontractuels et dans les reportings. Très bien. Donc maintenant, essayons de voir un petit peu quelques définitions. Chaque carré représente une définition particulière. Donc on a les incidences négatives, le risque de durabilité, la taxonomie, les fonds article 9, article 8, article 6, le DNSH. On va expliquer tout ça. Donc, première partie, les risques en matière de durabilité. Anne-Sophie, qu'est-ce que c'est que les risques en matière de durabilité ? Donc un risque en matière de durabilité, c'est un événement ou une situation dans le domaine de l'environnement, du social ou de la gouvernance qui, s'il arrive, s'il survient, peut avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Tout à fait. Un exemple concret qui est arrivé récemment, c'est l'exemple de Pacific Gas and Electric Company, un distributeur d'électricité en Californie, qui a fait faillite en raison des feux de forêt en 2019. Récemment, vous avez peut-être entendu parler de l'industrie des puces électroniques dans le monde qui a été très fortement perturbée, tout simplement parce qu'il y a eu une énorme sécheresse à Taïwan qui a empêché l'industrie de fonctionner parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour produire des puces électroniques. Et donc là, vous voyez bien sur le schéma, vous voyez bien l'environnement, le social et la gouvernance qui ont un impact sur la société, donc qui ont un impact sur la valeur de la société. On va demander aux gérants, aux analystes, justement, d'analyser quels seront les impacts et également de mesurer et de valoriser potentiellement les impacts que le S et le G, la gouvernance, peut avoir sur la société. A l'inverse, on a les principales incidences négatives en matière de durabilité. Et là, c'est l'inverse. C'est la société qui va avoir un impact sur le E, sur le S et sur le G. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, Anne-Sophie ? Je vais prendre un exemple. Ça peut être typiquement Total, qui a été assigné par des ONG, Total ou d'autres sociétés d'ailleurs, qui sont assignées par des ONG qui vont défendre une cause environnementale en raison de l'impact négatif de la société, donc de Total par exemple, sur son environnement. Et là, en l'occurrence, on accusait la société, par son projet, de causer une perte importante sur la biodiversité qui n'avait pas été prise en compte par la société dans le projet. Tout à fait. Et donc maintenant, l'ASFDR oblige les sociétés de gestion à mesurer exactement ces différents impacts. C'est ce qu'on appelle les PAI. On reviendra à la fin de la présentation là-dessus. Et donc, les sociétés vont devoir reporter sur les différents impacts sur l'eau, sur les matières premières, sur le social, etc., pour que ces impacts puissent être comparés par les investisseurs. Avant la SFDR ou avant l'accord de Paris, les investisseurs regardaient le rendement et regardaient le risque. Maintenant, ils vont regarder le rendement, le risque et également les impacts. C'est pour ça que la SFDR est là, pour pouvoir agréger tous ces impacts négatifs sur l'environnement d'une manière plus formelle et comparable. Parlons un petit peu maintenant du classement des différents produits. On l'a déjà mentionné, article 8, article 9, article 6. De quoi parle-t-on, Anne-Sophie ? Non mais alors ça, c'est vraiment très important. Ce qu'on vous le disait en introduction, la SFDR, elle va mettre sur le devant de la scène les sociétés de gestion qui ont les produits les plus avancés en matière de ESG. Et donc, elle les classifie. Elle les classifie selon que ce sont des fonds qui vont promouvoir des caractéristiques ESG, ça c'est les fonds article 8, ou bien les fonds qui vont avoir, eux, un objectif d'investissement durable. C'est-à-dire que le fonds est créé pour, par exemple, favoriser la transition vers une économie bas carbone, favoriser la protection de la biodiversité, favoriser le bien-être au travail. Bref, favoriser un objectif d'investissement durable. Il va avoir un impact, finalement. Qui va avoir un impact, exactement. Donc, pour résumer, on a les fonds article 8 qui, eux, ont un objectif X ou Y, qui n'est pas d'investissement durable, mais qui prennent en compte dans leurs investissements qui promeuvent des caractéristiques E, S ou G. C'est-à-dire finalement qui ont une grille ESG ou qui ont une notation. Exactement. Ou qui mesurent d'une façon ou d'une autre l'environnement, le social et la gouvernance. Voilà. Donc ça, c'est les fonds article 8. Et puis les fonds article 9, c'est le top niveau de l'ESG aujourd'hui selon la SFDR. Ce sont des fonds qui, eux, ont un objectif d'investissement durable. Donc ça, c'est les deux fonds qui sont mis en lumière par la SFDR. Tous les fonds qui ne sont ni article 8 ni article 9 sont dits article 6, c'est-à-dire tronc commun et donc classique. Exactement. Et si je schématise un petit peu, donc tous les fonds que vous avez, ils sont forcément 6, 8 ou 9, c'est évident. Et ensuite, si vous avez un fonds labellisé ISR, il est, à mon avis, par définition
article 8, si jamais vous faites tout ce qu'on va vous dire de faire après. Et par exemple, les fonds labellisés Greenfin sont probablement beaucoup plus labellisés article 9, ou alors ils rentrent dans la catégorie article 9. On va aussi en reparler un petit peu après. Maintenant, dans l'article 9, Anne-Sophie mentionnait le fait qu'il faut qu'il y ait un objectif de durabilité, et justement la SFDR définit ce qu'est un investissement durable. Et c'est assez nouveau parce que jamais on avait vraiment défini ce que c'était qu'un investissement durable, sauf dans la taxonomie, et on va revenir. En résumé, un fonds article 9, c'est un fonds dont l'objectif est l'investissement durable. Mais qu'est-ce que l'investissement durable, Jean-Benoît ? Alors, c'est très facile, un investissement durable, c'est écrit dans la SFDR. Mais si vous lisez la SFDR, ça fait à peu près 20 lignes et c'est assez illisible. Donc, nous vous avons aidé et nous avons décortiqué un petit peu ce qu'est un investissement durable en fonction de certaines parties. Donc, on voit, il y a 4 couleurs, donc il y a 4 différentes thématiques. Un investissement durable, c'est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental. Et là, il y a 5 objectifs environnementaux qui ont été tirés de la taxonomie, où il y en a 6. Et les objectifs environnementaux, ce sont des objectifs en matière d'utilisation efficace de ressources concernant l'énergie, les énergies renouvelables, les matières premières, l'eau et la terre. Et donc concrètement, des éoliennes, les activités avec le solaire, les activités de gestion des eaux, les activités de protection de la terre, etc., ou de diminution d'énergie rentrent dans ou sont considérés comme un investissement durable. Un autre, toujours dans l'environnement, dans la partie vert, c'est tout ce qui est protection des déchets, donc diminution des déchets, diminution des émissions de gaz à effet de serre, protection de la biodiversité et puis promotion de l'économie circulaire. Vous savez, en ce moment, il y a de plus en plus de bars qui s'ouvrent où on peut réparer les fixes bars, où on peut réparer les choses. Et bien ça, carrément, c'est un investissement durable. Alors, il y a 3 autres parties et je te laisse les Ouais, dévoiler. donc en dehors de l'objectif environnemental, on peut avoir un objectif d'amélioration du capital humain. Donc ça peut être un investissement dans la formation des salariés, par exemple. Une autre sous-thématique, c'est un investissement dans des communautés qui sont économiquement ou socialement défavorisées. Et enfin, une 4e sous-partie, ça va être un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social qui va favoriser la cohésion sociale, l'intégration sociale ou bien les relations au travail. Donc par exemple, un fonds article 9 peut être dédié à la promotion du bien-être au travail ou bien à la lutte contre les inégalités. Et pour terminer, on vous a dit là les 4 objectifs auxquels pouvait se consacrer un fonds article 9, qui a un objectif d'investissement durable. Il faut en plus que ce fonds il respecte le principe de do not significantly harm, qu'on va vous expliquer tout de suite, et le principe de bonne gouvernance. C'est-à-dire que toujours, quand vous faites un fonds article 8 ou un fonds article 9, vous devez avoir une politique d'appréciation, d'évaluation de la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles vous investissez. Voilà, et donc le Do Not Significantly Harm, le DNSH, c'est le principe selon lequel une activité durable ne doit pas causer de préjudice important à un des objectifs qu'on vous a présentés. Donc par exemple, si je reprends mon fix bar, c'est-à-dire un bar dans lequel on peut réparer des objets, si par exemple ce bar utilise énormément d'énergie fossile, ou s'il consomme énormément d'eau, ou si par exemple il ne respecte pas la loi du travail, eh bien même s'il promeut l'économie circulaire, il ne sera pas considéré comme durable parce qu'il ne respecte pas les critères, ou en tout cas parce qu'il porte un préjudice important à un autre objectif. Ce principe de DNSH, Do Not Significantly Harm, se retrouve aussi dans la taxonomie européenne. Et souvent, on nous pose la question, mais quel est le lien entre la taxonomie et la SFDR? Donc je te pose la question, Anne-Sophie, mais quel est le lien entre la SFDR et la taxonomie? Alors, la SFDR et la taxonomie, elles sont évidemment reliées puisqu'elles dérivent toutes les deux, ces 2 réglementations qui dérivent du pacte vert européen et qui ont pour but d'orienter l'investissement vers des activités durables. La différence entre la taxonomie et la SFDR, c'est que la taxonomie, elle ne se concentre que sur les activités durables vertes, celles qu'on a vues dans le petit schéma précédent sur l'investissement durable. Donc vous vous souvenez, objectif environnemental, avec l'utilisation des ressources, la protection de la biodiversité, l'économie circulaire, le changement climatique, etc. Bref, c'est que vert.
Il y a une autre différence aussi qui est assez intéressante, c'est que dans la taxonomie, vous avez 6 objectifs de développement durable vert. Alors qu'il n'y en a que 5 dans la que 5. SFDR. Donc finalement, la taxonomie et la SFDR ont une définition différente de ce que c'est qu'un investissement durable. Elle est un petit peu différente a priori, puisque dans la taxonomie, il y a un objectif d'adaptation au changement climatique. Donc c'est toutes les activités qui vont nous permettre de vivre dans un monde où les températures sont en moyenne plus élevées. Comme un toit végétal ou comme une protection contre les inondations. Exactement. Et ça, c'est un objectif, l'adaptation au changement climatique, qui n'est pas dans la SFDR. Il n'y en a que 5 dans la SFDR contre 6 dans la taxonomie. Et dans la SFDR, il y a des choses qui ne sont pas dans la taxonomie. Absolument, puisque dans la SFDR, on a vu qu'un investissement durable est considéré comme durable s'il répond à un objectif environnemental, d'amélioration du capital humain, de protection des communautés socialement ou économiquement défavorisées, un objectif social. Voilà, donc en fait, ces 3 parties-là, donc le violet qu'on avait vu avant, le bleu et le rouge, n'apparaissent pas dans la taxonomie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et vous expliquer exactement tout ce que vous devez mettre en place au cœur de la société de gestion pour suivre la réglementation SFDR, on va juste faire un dernier petit point sur la différence entre les fonds article 8 et les fonds article 9, parce qu'on nous pose aussi beaucoup la question. Donc Anne-Sophie, quelle est la différence entre un fonds article 8 et un fonds article 9 concrètement ? Alors concrètement, il y a 2 différences majeures. C'est 1, la composition du fonds, ce que vous mettez dans le fonds. 2, le reporting. Pour un produit article 8, vous devez mettre une part minimale d'investissement durable. Mais vous n'avez pas besoin de vous engager sur la taille de cette poche. Donc vous aurez une partie du fonds qui sera investie dans des sociétés, des actifs qui ont des caractéristiques ESG que vous aurez définies en amont. Donc par exemple, vous pouvez créer un produit article 8 qui va avoir un filtre exclusion du charbon, qui est une caractéristique ESG, et qui pourra également s'engager à investir 5% au minimum de son portefeuille dans des activités qui participent à la protection de la biodiversité et qui évidemment ne causent pas de préjudice significatif à un autre objectif. Voilà, c'est les 5%, c'est dans une activité durable et on a déjà expliqué exactement ce que c'était qu'une activité durable pour la SFDR. Voilà, donc ça c'est les fonds article 8. Donc vous avez une poche minimale d'investissement durable et vous n'avez pas d'engagement sur le long terme. Maintenant les fonds article 9 sont un petit peu plus contraignants puisque un fonds article 9 a un objectif d'investissement durable. C'est-à-dire que, évidemment, dans le fonds, il doit y avoir l'essentiel des investissements qui sont dédiés à des investissements qui contribuent à cet objectif d'investissement durable que vous avez défini en amont. Et donc, là, à l'inverse, vous devrez avoir 95% de ce fonds qui sera investi dans des activités durables et une petite partie qui pourra aller dans des investissements qui n'y répondent pas. Oui, quand on dit 95%, c'est pas forcément 95%, c'est un exemple. C'est un exemple, oui. Donc ça, c'est la composition du fonds, c'est la plus grosse différence en réalité entre les fonds article 8 et article 9. Parce qu'en termes de reporting, c'est extrêmement similaire. Vous allez avoir, on vous le détaille ensuite dans la présentation, des petites différences, tout simplement parce que dans un fonds article 8, vous avez des investissements qui ont des caractéristiques ESG, tandis que dans un fonds article 9, vous avez un objectif d'investissement durable. Donc vous voyez bien que dans le reporting, vous n'aurez pas exactement les mêmes informations à mettre. Mais dans l'esprit, en réalité, les reportings sont très similaires. Et justement, on va l'expliquer dans la nouvelle partie. Bon, maintenant qu'on vous a expliqué les concepts, la philosophie et qu'on a répondu aux principales questions article 8, article 9, on va enfin rentrer dans le vif du sujet de la SFDR. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être conforme à la SFDR ? C'est parti. Alors, je m'y colle. Quels sont les changements concrets qu'une société de gestion va devoir faire ? Il y en a 3. Le principal changement, ou le premier changement, c'est la prise en compte dans le processus d'investissement des risques de durabilité, c'est-à-dire les risques environnementaux, sociaux et gouvernance que peuvent avoir sur une société, sur un investissement, et ensuite prendre en compte aussi les principales incidences négatives que les investissements de la société de gestion ont sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que lors d'un comité d'investissement, c'est en plus d'avoir regardé le rendement, d'avoir étudié le cash flow, l'endettement, etc., il va falloir prendre les risques extra-financiers qui sont très normés. Parce que maintenant, on en a 2, ce sont le risque de durabilité et les principales incidences négatives. Et donc ça, il va falloir le noter, il va falloir le suivre, il va falloir en parler lors des comités et il faut qu'il y ait un réel suivi. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir être transparent vis-à-vis de l'extérieur par rapport à ces risques et par rapport à ces prises en compte. Donc il va falloir mesurer et évaluer les risques en matière de durabilité sur le rendement financier. C'est-à-dire, si jamais il se passe cet événement,
quelle serait la perte sur la société ? Et à contrario, quel serait le risque sur l'environnement si jamais, donc là je parle des incidences négatives, si jamais il y a une fuite d'hydrocarbures sur notre usine. Et il va falloir mesurer ça qualitativement ou quantitativement. Et la troisième gros changement, c'est de publier toutes ces informations-là sur les sites internet, sur les documents précontractuels, c'est-à-dire dans les prospectus, dans les règlements, etc. Et ensuite, dans les reportings, il va falloir reporter sur ces différents risques d'une manière très homogène. Et on va vous présenter ça un petit peu plus tard. On passe à la partie sur les informations à publier. C'est décrit par le règlement de la SFDR. Et donc dans ce tableau, vous voyez qu'on a repris tous les articles de la SFDR et qu'on les a catégorisés selon le support de communication, site internet, documentation précontractuelle ou reporting périodique, et le type de fonds. Les fonds classiques, les fonds ESG ou les fonds à impact. Excusez-moi, les fonds classiques, c'est les fonds classiques et les fonds ESG et les fonds à impact en gris, ensuite que les fonds ESG et ensuite que les fonds à impact. Voilà, donc on a repris tous les articles de la SFDR sur la publication d'informations et on les a alloués entre le support de communication et le type de fonds. Voilà, donc en fait dans la SFDR, il y a 20 articles et si vous prenez par exemple l'article 6, il parle en fait des informations à publier dans les documents précontractuels pour tous les fonds. C'est-à-dire que je suis dans la case au milieu en haut. Si je prends par exemple l'article 3, il va parler des informations à discloser sur le site internet pour tous les types de fonds. Si je prends l'article 12, il va parler des informations à publier dans les reportings périodiques pour les fonds, article 9, c'est-à-dire les fonds impact. Et donc dans les slides suivantes, on va reprendre chacune de ces cases et on va vous expliquer, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur qu'est-ce qu'il faut exactement publier. Et donc par exemple, pour les informations du tronc commun, c'est-à-dire pour tous les fonds, quelles sont les informations qu'il faut publier sur le site internet ? Eh bien, il faut publier une politique relative aux risques en matière de durabilité, une politique relative aux principales incidences négatives et une politique de rémunération. Et donc là, on ne va pas vous lister l'ensemble des questions ou l'ensemble des choses qu'il faut mettre, mais dans la présentation, on vous aide en vous listant l'ensemble des questions que vous devez vous poser ou auxquelles vous devez répondre pour être en lien avec la SFDR. Donc par exemple, pour la politique de risque en matière de durabilité, il faut vous poser la question comment vous intégrez les risques en matière de durabilité, comment vous les mesurez, etc. Donc il y a toute une liste de questions. Et c'est de manière identique pour les informations que tous les fonds, que toutes les sociétés de gestion doivent publier dans les documents précontractuels. De l'information sur l'intégration des risques de durabilité et puis une déclaration sur l'intégration des principales incidences négatives. Et donc là, ce sont souvent les mêmes informations que vous aurez mis sur votre site internet, que vous devez remettre dans les documents précontractuels. Et ensuite, pour les fonds article 8 et article 9, sur Internet, vous devez, de manière similaire, indiquer quelle est la liste des produits, quelles sont les caractéristiques environnementales ou sociales que vous voulez respecter, quel est l'objectif d'investissement durable d'un fonds article 9, etc., etc. On vous a tout indiqué dans la slide. Et pareillement, pour les documents précontractuels. Alors, pour les documents précontractuels, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que quand la SFDR, le règlement SFDR est sorti en 2019, il ne donnait pas trop de détails, il était d'ordre général. Et finalement, ce sont les questions que nous avons mis dans les slides. Mais depuis, il y a les RTS qui sont sortis en février 2021 qui expliquent exactement beaucoup plus comment on doit justement donner ces informations. Et il y a différents templates. Alors, Anne-Sophie, peux-tu expliquer ce que c'est que les RTS ? Alors, les RTS, c'est l'explication, le mode d'emploi précis de l'application de la SFDR. Et donc, vous avez à la fois la SFDR et les RTS en dernière slide de la présentation. Vous cliquez et vous pourrez les télécharger vous aurez directement. les documents complets. Et donc, typiquement, vous avez dans les RTS de la SFDR un template de reporting sur les informations précontractuelles à publier quand vous êtes un fonds article 8 ou quand vous êtes un fonds article 9. Et c'est exactement les print screens qu'on vous a mis dans la présentation. Donc là encore, il vous suffira d'aller voir les RTS pour voir directement les informations qu'il faut mettre au niveau précontractuel. Et vous verrez que les informations ne sont pas sorciers. Il y a souvent des questions où il faut répondre par oui ou par non, et on vous donne par exemple 3 choix de 3 réponses possibles. Donc on vous aide pas mal
en ce qui concerne les informations précontractuelles. Mais c'est tout un autre sujet en ce qui concerne les informations dans les reporting annuels. Précisément parce que là, donc, de manière identique dans les slides, vous verrez, il y a des questions d'ordre général pour publier des informations périodiques pour les fonds article 8 et article 9. Mais en réalité, toute la difficulté, elle consiste dans les PAI, les principales incidences négatives. Et là-dessus, il y a un RTS dédié aux PAI qui explique comment on fait pour reporter de manière périodique sur les PAI. Alors, qu'est-ce que les PAI ? C'est une bonne question. En fait, les PAI, ce sont toutes les incidences négatives que vont avoir toutes les positions, toutes les sociétés dans lesquelles la société de gestion a investi. Donc, ce que demande le régulateur, c'est finalement de mesurer l'impact de ces incidences négatives. Et donc la société de gestion va devoir poser de nombreuses questions à toutes ces participations et ensuite agréger l'information au niveau du fonds. Donc dans les PAI, c'est très cadré. Dans les informations, les indicateurs obligatoires à avoir, c'est très cadré. Donc prenons un exemple. Imaginez que vous ayez un fonds qui investisse dans des sociétés, soit en actions ou soit en obligations. Là, vous allez avoir des indicateurs obligatoires à reporter ou des indicateurs optionnels. En ce qui concerne les indicateurs obligatoires, il va y en avoir 9 en ce qui concerne l'environnement et 5 en ce qui concerne le social. Dans les PEI, c'est assez illisible, c'est en anglais et les tableaux sont assez mal faits. Donc nous, on vous a simplifié le travail et on a tout traduit en français et on a bien catégorisé pour que ce soit plus facile de vous rendre compte de l'ampleur de la tâche. Donc là encore, si vous voulez recevoir le fichier Excel dont on vient de faire un print screen, vous pouvez nous envoyer un email à anthony.gouget@moonshot.run et on se fera un plaisir de vous l'avoir. Peut-être Anne-Sophie, tu pourrais expliquer un petit peu la différence des fonds en fonction des indicateurs à donner. Oui, tout à fait. Et je vais juste reprendre un tout petit peu sur les PAI. Le régulateur a publié des guidelines très précises sur les PAI parce qu'en réalité, c'est très compliqué de savoir quel est l'impact de l'environnement sur un investissement. Et c'est pour ça qu'il a donné des indicateurs précis pour guider en fait, les sociétés de gestion dans l'analyse des PAI. Un PAI, ça va être par exemple, est-ce que la société X contribue à accroître le risque de sécheresse en Australie ? Est-ce que la société Y contribue à accroître le risque de montée du niveau de la mer en Normandie ? Ou autre chose. Vous voyez que c'est assez compliqué en fait de savoir quelle information donner. C'est pour ça qu'il y a des indicateurs très précis. Et je dirais même, il y a même toute une politique des PAI à reporter dans les reportings périodiques. Et cette politique, elle comprend à la fois une déclaration sur la prise en compte des PAI, une explication de la politique de prise en compte des PAI avec les indicateurs qui sont choisis, la source des données, les personnes dans l'organisation de la société de gestion qui sont responsables de cette politique, surtout la façon dont la société de gestion va suivre tous ces indicateurs de PAI d'année en année et pour tous ces investissements. Après, donc une précision, c'est que les indicateurs dont on vient de vous parler, donc qui peuvent être par exemple la mesure des gaz à effet de serre. Tout à fait, qui peut être la quantité de déchets dangereux relâchés par la société, qui peut être pour le social la différence de salaire entre les hommes et les femmes, encore dans l'environnement qui peut être la quantité d'eau utilisée par les sociétés. Donc tout ça, ça va être des informations, si vous voulez être article 8, qu'il va falloir aller chercher dans chacune de vos participations. Donc si vous investissez dans des sociétés cotées, là, les sociétés cotées vont publier ce genre d'informations et il va falloir probablement acheter des bases de données qui vont vous sortir automatiquement ces données. Mais si vous faites de la dette privée ou du private equity, là, il va falloir que vous ayez une discussion avec vos contreparties pour qu'elles vous sortent cette information pour que vous puissiez être un fonds article 8 ou article 9. Parce que vous, non seulement il faudra sortir l'information, donc la donnée, mais en plus il faudra expliquer d'où vient cette donnée, dans quelle mesure est-ce qu'elle est fiable. Et donc ce qu'on disait tout à l'heure brièvement, c'est que les indicateurs, ils sont différents selon la typologie de fonds. Si vous investissez dans des corporates, dans des sociétés, il y a 9 indicateurs environnementaux à publier et un indicateur social, plus 2 indicateurs optionnels. Si vous investissez dans des obligations d'État, ce ne sera pas les mêmes indicateurs. Il n'y en aura que 2 en l'occurrence. Et puis si vous faites de l'investissement dans l'immobilier, ce sera encore des indicateurs différents.
Donc il faut bien regarder en fait les indicateurs qui vont valoir pour votre stratégie d'investissement en fonction des types de fonds. Et ça, on explique très bien, en tout cas c'est très bien présenté dans le fichier Excel qu'on a réalisé. Voilà. Et dernière chose pour complexifier encore un peu les choses, c'est que pour chaque indicateur, il va falloir que vous expliquiez quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour essayer de réduire les impacts négatifs de l'environnement sur vos investissements. Tout à fait. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du réacteur de la SFDR et on est vraiment dans ce qui fait le plus peur aux sociétés de gestion parce qu'il y a énormément d'informations qu'on demande et il y a beaucoup de sociétés qui sont très loin d'avoir ces informations-là. Pour terminer cette belle présentation, on va vous expliquer comment faire pour rendre vos fonds article 8. Quel est le mode d'emploi très concret? Et donc vous allez voir qu'il y a 2 types d'actions à mettre en place. Un premier type d'action au niveau de la société de gestion, de l'entité, et un deuxième type d'action au niveau des produits. Alors Jean-Benoît, quelles sont les actions à mettre en place au niveau de la société de gestion? Eh bien, on en a déjà un petit peu parlé tout au long de la vidéo, mais au niveau de la société de gestion, la première chose à faire, c'est prendre en compte l'environnement, le social et la gouvernance dans vos décisions d'investissement. Concrètement, ça veut dire qu'il faut réaliser une grille ESG, il va falloir choisir les bons indicateurs et les caractéristiques ESG, et ensuite il va falloir les mesurer et les suivre dans le temps. Donc ça, c'est la partie ESG. Ensuite, il va falloir prendre en compte dans vos process d'investissement, et là je suis presque persuadé qu'il va falloir les modifier, il va falloir prendre en compte le risque de durabilité et les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité. C'est-à-dire, on en a déjà parlé, regarder les incidences que la société va avoir sur l'environnement, les mesurer, et ensuite regarder l'environnement, quels sont les impacts sur la société. Troisième chose, il va falloir mettre en place le fameux reporting qu'on vient juste de présenter et qui est assez lourd et assez complexe à suivre, donc le reporting des PAI. Enfin, il va falloir modifier la politique de rémunération pour justement prendre en compte ces durabilités dans la rémunération des collaborateurs de la société de gestion. Et enfin, il va falloir mettre à jour votre politique d'investissement et la publier sur le site internet, etc. Et alors Anne-Sophie, je te renvoie la question, qu'est-ce qu'il faut mettre au niveau du produit pour qu'un fonds puisse être article 8 ? Au niveau des produits, il va falloir mettre à jour à la fois le site internet, les documents précontractuels et périodiques pour intégrer la description des fonds article 8 ou article 9 et la part minimum des investissements durables de chaque fonds. Il va falloir indiquer quels sont les indicateurs d'évaluation des caractéristiques ESG et ou investissements durables des fonds. Quel est le résultat d'année en année de ces indicateurs? Quelles sont les actions prises pour améliorer le résultat de ces indicateurs? Et puis encore une fois, les comparer d'année en année. Voilà, donc on vient de vous présenter d'une manière assez longue finalement ce que c'est que la SFDR. Et comme le disait Anne-Sophie en introduction, ça va vraiment avoir un impact important sur toutes les sociétés de gestion. Principalement parce que finalement, demain, c'est notre conviction, tous les fonds seront soit article 8 ou soit article 9. En tout cas, les fonds qui ne le sont pas ne vont plus intéresser les investisseurs. Donc si vous voulez continuer à lever de l'argent, il faut absolument que vous vous posiez tout de suite la question qui est comment je peux rendre mes fonds actuels article 8, si jamais ce sont des fonds ouverts, et comment je peux lancer de nouveaux produits dans ma gamme afin qu'ils soient soit article 8 et soit article 9. Comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de travail au niveau de l'investissement, donc parce que au niveau de la prise en compte du risque de durabilité et des incidences négatives en matière de durabilité, il faut former les équipes. C'est-à-dire qu'il faut que les analystes qui étaient habitués à toujours se poser la question, à regarder que des critères financiers, se posent aussi des questions sur quel va être l'impact du monde sur la société et quel est l'impact de la société sur le monde. C'est quelque chose qui est très long. Et pareil, le reporting, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il va falloir que vous ayez voir chacune de vos sociétés, que vous mettiez ça en place, etc. Donc on vous encourage vivement à commencer à réfléchir à ces sujets dès aujourd'hui, parce que la tendance, elle est certaine, c'est qu'on se dirige vers la prise en compte de la durabilité et on n'est qu'au début, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les contraintes vont augmenter pour... Je rappelle l'objectif, pour vivre dans un monde décarboné avant la fin du siècle, en tout cas limiter de 2 degrés le réchauffement climatique à la fin du siècle. Anne-Sophie, veux-tu conclure autrement? Non, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, bonne SFRD. À bientôt. À bientôt.